Salut tout le monde, ravi de vous retrouver mes chers élèves de la deuxième année baccalauréat option en physique, chimie ou SVT dans cette nouvelle vidéo consacrée à une série d'exercices en relation avec le chapitre sur le muscle squelettique. Ces exercices sont extraits des examens nationaux. On commence par la première partie, ce sont des exercices en relation avec la restitution des connaissances. Ici, on vous demande de donner des définitions de deux notions, le cycle de Krebs et la phosphocréatine. Donc, pour le cycle de Krebs, comme vous savez, c'est un ensemble de réactions qui se font au niveau de la matrice et qui sont responsables de la réduction des transporteurs d'hydrogène, le NAD+, le FAD, le FAD qui se transforme en FADH2, et puis la production de l'ATP. La phosphocréatine, c'est une molécule qu'on trouve dans les cellules musculaires qui est responsable de la régénération de l'ATP par la voie de phosphocréatine sous l'action d'une enzyme appelée la créatine kinase ou la phosphocréatine kinase. Donc, la deuxième question, ici, vous avez les myogrammes. Ces présentent des enregistrements obtenus suite à des stimulations efficaces. Donc, il s'agit des stimulations efficaces d'un muscle squelettique. Vous donne donc les résultats, donnez le nom correspondant à chacun de ces myogrammes numérotés de 1 jusqu'à 4. Donc, on commence par la première figure. Vous voyez ici une seule stimulation, donc on obtient ce qu'on appelle une secousse musculaire isolée. La stimulation est efficace. Et si vous avez deux stimulations, sachant que la deuxième stimulation se fait pendant le relâchement, donc on aura deux secousses qui sont fusionnées partiellement. Et puis la troisième figure, il montre un ensemble, une série de stimulations qui se font surtout pendant la phase de relâchement. C'est pour ça qu'on a une augmentation des amplitudes sous forme de ligne sinueuse. Donc il s'agit d'un tétanos qui est imparfait. La fusion ici, elle est incomplète. Par contre, ici, les stimulations sont très rapprochées, surtout pendant la phase de contraction. Donc, on obtient ce qu'on appelle un tétanos, c'est-à-dire une fusion partielle de toutes les secousses musculaires sous forme d'un tétanos parfait. Donc, on vous propose les réponses. Le cycle de Krebs qu'on voit ici, c'est l'ensemble des réactions de régénération des pyruvates, l'acide pyruvique, dans la matrice, c'est le lieu de ce phénomène mitochondrial associé à une réduction des transporteurs d'hydrogène, le NAD+, sur les FAD, dans le but de produire de l'ATP. Pour la deuxième notion, c'est la phosphocréatine. C'est une molécule riche en énergie. Elle est utilisée dans le muscle pour la régénération d'ATP par la voie de phosphocréatine sous l'action d'une enzyme appelée la créatine kinase. C'est-à-dire que la phosphocréatine plus l'ADP qui se transforme en créatine plus l'ATP. Donc, pour la deuxième question qu'on voit ici, on parle ici dans la figure 1, c'est de la secousse isolée, musculaire isolée. 2, il s'agit d'une fusion incomplète ou partielle de deux stimulations, plutôt deux secousses. La troisième figure, il s'agit de tétanos imparfait, caractérisé par une ligne sinueuse. Et puis la quatrième figure, il s'agit d'un tétanos parfait. Et si vous avez des questions à choix multiples, donc on doit faire attention aux réponses, on doit choisir la bonne réponse. Lors de la contraction musculaire, on observe au niveau des sarcomères un raccourcissement. Première proposition, la bande sombre, des bandes claires, des filaments de myosine, des filaments d'actine. Donc ici, pour le raccourcissement, il s'agit de raccourcissement de la bande I, la bande claire, sachant que la bande sombre reste stable, sa longueur reste stable. Les filaments d'actine de myosine aussi, donc ne changent pas de longueur. La deuxième proposition, la tête de myosine possède deux sites de fixation spécifiques A.
l'ATP et l'actine, l'ATP et la tropomyosine, l'actine et la troponine, l'actine et les ions CAD+. Donc pour l'ATP et l'actine, oui c'est vrai parce que la tête de myosine, il contient un site de fixation d'ATP, aussi une enzyme responsable de l'hydrolyse de l'ATP, et aussi un site de la tête, il se fixe sur l'actine. L'ATP, la tropomyosine, non, la tropomyosine n'a pas de relation avec la myosine. L'actine et la troponine aussi, c'est une protéine qu'on trouve sur le filament d'actine. L'actine, les ions Ca2+, non. Donc le Ca2+, il se fixe sur la troponine. La troponine, déjà, elle est fixée sur le filament d'actine. La troisième proposition, l'ultrastructure du sarcomère montre que la bande sombre est limitée par 2 stries Z. La bande sombre est limitée par 2 bandes H. Le sarcomère est limité par 2 stries Z. Le sarcomère est limité par 2 bandes H. On sait déjà que le sarcomère, c'est l'unité fonctionnelle et structurale au niveau des myofibrilles. Sachant que le sarcomère, il est limité par 2 stries Z. Donc, ici, on va choisir la proposition C. Les filaments fins de myofibrilles sont formés par l'actine, myosine, troponine, actine, myosine et tropomyosine, l'actine, troponine et tropomyosine, la myosine, troponine et tropomyosine. On sait déjà que le filament fin de myofibrilles, il s'agit donc du filament d'actine et qui s'associe, qui est formé par 3 protéines, l'actine et la troponine et la tropomyosine. Donc il s'agit de la C aussi. Donc regardez ici, vous avez les réponses. Donc P pour la première, A pour la deuxième, 3 pour la troisième et puis C pour la quatrième. La troisième question, recopiez sur votre feuille de rédaction les couples. Donc ici, on va essayer de répondre sous forme de couple. Et vous avez 2 ensembles. L'ensemble 1 qui contient des éléments chimiques, l'ensemble 2 qui contient les actions. Et on vous demande de relier chaque élément du groupe de l'ensemble 1 aux éléments de l'ensemble 2. Donc le dioxygène se fixe sur la troponine, non, se fixe sur la tête de myosine, non, accepteur final des électrons, oui. Parce que vous savez que pendant la chaîne respiratoire, le dioxygène, c'est le dernier accepteur des électrons. Le Ca2+, se fixe sur la troponine, accepteur sur la tête de myosine, l'hydrolyse d'ATP, transporte l'hydrogène, il se fixe au niveau de la troponine, qui décale la tropomyosine de site de fixation de la myosine qui se trouve au niveau de l'actine. Le NADH H+, ce accepteur final non, se fixe sur la tête, l'hydrolyse de l'ATP, transporteur d'hydrogène, oui c'est eux, donc ce sont des transporteurs d'hydrogène. L'ATP, donc c'est et s'il se fixe sur la tête de myosine. Donc l'ATP, il doit se fixer sur la tête de myosine pour qu'il y ait une hydrolyse de l'ATP pour favoriser le mouvement de pivotement de la tête de myosine pour assurer le glissement de l'actine pendant la contraction musculaire. Vous voyez ici les réponses, alors que si l'hydrolyse d'ATP, c'est un élément perturbateur, c'est le leurre, donc c'est pour ça que on doit l'éliminer. Donc vous voyez les réponses 1 avec C, 2 avec A, 3 E et 4 avec la proposition B. On passe maintenant aux exercices. Donc pour les exercices, on doit lire attentivement les informations que vous avez sur le texte scientifique. On cherche toujours dans ce texte et on doit souligner l'objectif de l'étude et chercher les informations qui sont utiles, qu'on doit utiliser pendant l'exploitation des documents.
Donc, lors de la contraction musculaire, l'énergie chimique ATP est convertie en énergie mécanique. Ça, on le sait déjà pendant le cours, au niveau du muscle squelettique strié. Donc, c'est une information que nous savons déjà. Ce qui nécessite un renouvellement continu d'ATP. Donc, aussi l'information, renouvellement, c'est obligatoire au niveau de la cellule musculaire. Pour mettre en évidence les conditions de la synthèse, donc vous voyez ici le but de l'étude, on doit chercher les conditions de la synthèse d'ATP et les voies de renouvellement, de régénération au niveau des cellules musculaires. On suggère les résultats des expériences suivantes. Donc, on commence par la première expérience qui a été réalisée sur une suspension de mitochondries dans un milieu saturé en dioxygène ayant un pH égal à 7,5. Le document 1, il présente les conditions et les résultats de l'expérience. Donc, ici, vous voyez la concentration, le graphique, il montre la variation de la concentration du dioxygène en pourcentage par rapport en fonction du temps. La figure B, il montre la variation de la concentration d'ATP en unité arbitraire, aussi en fonction du temps. La remarque ici, vous voyez le cyanure, c'est une substance qui inhibe, donc il est utilisé dans l'expérience. La consigne, la question, en exploitant le document, donc vous voyez ici, 1, déduisez les conditions de synthèse d'ATP au niveau des mitochondries. Donc on doit essayer d'exploiter les deux documents. Regardez ici, tentez 0 début d'expérience, tentez 1, on a ajouté le glucose et vous voyez que la concentration d'oxygène reste toujours stable, donc il n'y a pas de modification, pas de consommation de dioxygène. Lorsqu'on a ajouté les pyruvates, il y a une légère consommation de dioxygène. Lorsqu'on a ajouté l'ADP et le PI, dans le T3, il y a une forte consommation de dioxygène. Alors, lorsqu'on a ajouté le cyanure, sachant que le cyanure, c'est une substance qui inhibe l'action d'enzymes mitochondriales spécifiques, il y a un arrêt de consommation de dioxygène. On va voir pour la figure 2 les mêmes conditions. On a ajouté du glucose, mais ici, on essaye de mesurer la concentration d'ATP. On a ajouté le glucose, la concentration d'ATP reste stable, donc il n'y a pas de modification. Lorsqu'on a ajouté les pyruvates, il y a une légère augmentation de la concentration d'ATP. Dans le T3, lorsqu'on a ajouté ADP plus le phosphore inorganique, il y a une forte augmentation de la production de l'ATP. Mais lorsqu'on a ajouté le cyanure qui bloque, qui désactive plutôt, inhibe les enzymes mitochondriales spécifiques, il y a un arrêt de production de l'ATP. Donc, pour l'analyse, lorsqu'on ajoute les pyruvates, on constate une légère diminution de consommation d'oxygène et aussi une légère augmentation de production d'ATP. Lorsqu'on a ajouté l'ADP plus le PI, il y a une forte consommation de dioxygène avec une forte production d'ATP. Lorsqu'on a ajouté le cyanure, il y a un blocage, un arrêt de consommation de dioxygène et aussi un arrêt de production d'ATP. Et puis, on va déduire les conditions de la synthèse d'ATP. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une synthèse d'ATP au niveau des mitochondries, on a besoin de pyruvates parce qu'ils sont responsables du changement. On a besoin aussi des précurseurs de l'ATP, l'ADP plus le phosphore inorganique. Et puis de dioxygène, parce que vous voyez la production de l'ATP, elle est associée à une consommation de dioxygène, plus les enzymes mitochondriales qui sont spécifiques, car lorsqu'on a bloqué, lorsqu'on a inhibé par le cyanure l'activité de ces enzymes, il y a un blocage de consommation de dioxygène et aussi un blocage de production de l'ATP. Donc, comme réponse proposée, l'exploitation commence par l'exploitation. Il s'agit donc de description d'une analyse des deux figures. L'addition ou l'ajout du pyruvate entraîne une faible consommation, comme vous voyez, du dioxygène avec une légère augmentation production de l'ATP. L'ajout de l'ADP plus le phosphore inorganique en présence du pyruvate déjà, il accélère la consommation du dioxygène et puis il accélère aussi la production de l'ATP. Lorsqu'on a ajouté le cyanure, c'est un inhibiteur des enzymes mitochondriales, il entraîne un arrêt de consommation de dioxygène avec un arrêt de production de l'ATP. Donc la déduction, les conditions de production ou de synthèse d'ATP, il nécessite les pyruvates,
l'acide pyruvique et les deux précurseurs ADP plus PI, aussi le dioxygène, parce qu'il y a la consommation de dioxygène, et aussi les enzymes mitochondriales spécifiques, parce que lorsqu'on a inhibé ces enzymes par l'ajout du cyanure, il y a un blocage, un arrêt de production d'ATP et aussi un arrêt de consommation de dioxygène. La deuxième partie, donc ici, deuxième expérience, ils ont essayé de faire des expériences sur 3 muscles de grenouilles. On subit des stimulations électriques dans les conditions expérimentales suivantes. Donc, vous avez le muscle 1, n'a été soumis à aucun traitement, c'est l'expérience témoin. Muscle 2, il est traité par l'acide iodo-acétique qui inhibe la glycolyse. Le muscle 3 a subi le même traitement que le muscle 2, c'est-à-dire l'inhibition de la glycolyse, avec l'ajout d'un inhibiteur, l'enzyme la phosphocréatine kinase, qui catalyse la réaction présentée par... Donc, on inhibe aussi la phosphocréatine kinase, qui catalyse la réaction présentée par le document 2. C'est-à-dire, pour le muscle 3, on a essayé de faire deux inhibitions, l'inhibition de la glycolyse et aussi l'inhibition de l'enzyme responsable de la phosphorylation de l'ADP par la voie de phosphocréatine que vous voyez ici. CP, c'est la phosphocréatine, plus l'ADP. On a déjà vu ça dans le cours. C'est la voie de régénération d'ATP par la phosphocréatine, par l'enzyme de phosphocréatine kinase, qui est responsable de la fixation d'un groupement phosphate sur l'ADP pour avoir l'ADP plus la créatine. Le tableau 3 résume la réponse des 3 muscles et les résultats de mesure des molécules ATP et phosphocréatine au niveau du muscle. Donc ici, vous avez le tableau comme résultat des expériences qu'on a réalisées sur les 3 muscles dans des conditions différentes. Ici, on va analyser les résultats. On commence par la première variable caractéristique, c'est la réponse du muscle. Pour le muscle 1, la contraction se fait après l'excitation pendant 3 minutes. Le muscle 2, la même chose, contraction pendant 3 minutes. Donc ici, vous voyez la réponse à la stimulation, la contraction, et même durée. Le muscle 3, la contraction pendant quelques secondes. C'est-à-dire pour le muscle 3, la durée de contraction, elle est très faible. On va essayer d'analyser et de décrire le dosage de la concentration d'ATP avant la contraction, après la contraction dans les 3 muscles. Vous voyez par exemple dans le muscle témoin qui n'a subi aucun traitement, vous voyez que la concentration d'ATP elle est stable avant et après la contraction. Dans le muscle 2, vous voyez ici une stabilité aussi. Par contre, dans le muscle 3, après la contraction, il n'y a plus d'ATP. Le dosage de phosphocréatine avant la contraction, après la contraction. Dans le muscle 1, témoin, une concentration, la stabilité de la concentration de la phosphocréatine. Dans le muscle 2, vous voyez qu'il y a une diminution de la concentration de la phosphocréatine. Par contre, dans le muscle 3, c'est comme le muscle 1, il n'y a pas d'utilisation de la phosphocréatine. Donc, on passe maintenant aux questions. À partir de documents 2 et 3, le document 2, c'est ce que vous voyez ici, c'est la réaction enzymatique, la réaction entre le CP et la phosphocréatine, l'ADP, pour qu'il y ait la formation de l'ATP par la phosphocréatine kinase. Document 3, il montre les variations des résultats sur les 3 muscles. Donc, comparer, ça c'est le verbe d'action, vous demande de comparer quoi? Les résultats enregistrés pour le muscle 2 et le muscle 3 avec ceux du muscle 1. Donc, on va essayer de faire une comparaison du muscle 2 avec le muscle 1. La première comparaison, de point de vue réponse du muscle 1, la même durée de contraction, 3 minutes. Si je compare le dosage d'ATP avant et après la contraction, il n'y a pas de modification dans les deux muscles. Par contre, le dosage de phosphocréatine, dans le muscle 1, il y a une stabilité. Par contre, dans le muscle 2, il y a une diminution, c'est-à-dire après la contraction, la phosphocréatine, le dosage, la concentration de la phosphocréatine diminue au niveau du muscle 2. Par contre, elle reste stable au niveau du muscle 1.
Maintenant, je passe à la comparaison du muscle 1 avec le muscle 3, c'est-à-dire toujours l'expérience témoin avec l'autre expérience. Donc, ici, regardez pour la comparaison de la contraction. Dans le muscle 3, il y a une faible durée de contraction. Quelques secondes, par contre, ici, 3 minutes. Le dosage d'ATP, vous voyez ici, il y a une stabilité. Par contre, ici, il n'y a pas de production d'ATP après la concentration, c'est-à-dire qu'il y a une consommation totale des réserves d'ATP. Le dosage de la phosphocréatine, si je compare le muscle 1, il y a une stabilité de la concentration de la phosphocréatine dans le muscle 1 et aussi dans le muscle 3. Expliquez les résultats enregistrés par le muscle 2 et le muscle 3 en mettant en évidence les réactions de renouvellement d'ATP au niveau de la cellule musculaire. Donc vous voyez, pour le muscle 2, on a essayé d'inhiber la glycolyse. C'est pour ça et on n'a pas inhibé la voie de phosphocréatine. C'est pour ça qu'il y a l'utilisation ici de la phosphocréatine pour qu'il y ait une régénération d'ATP pour le muscle 2. Par contre, dans le muscle 3, pour le muscle 3, on a inhibé la glycolyse et aussi la phosphocréatine kinase. Donc, on a bloqué les deux voies de régénération. Si je bloque la glycolyse, donc je bloque la respiration cellulaire. Je bloque aussi la fermentation lactique, sachant qu'on a 3 voies de régénération. Donc, et ici, dans le muscle 3, j'ai bloqué toutes les voies responsables de la régénération, donc il n'y a plus de régénération. C'est pour ça qu'on n'a pas utilisé la phosphocréatine. Ça c'est l'explication, mettant en évidence la réaction de renouvellement au niveau de la cellule musculaire. Donc la réaction responsable dans le muscle 2, c'est le renouvellement en utilisant la voie de la phosphocréatine uniquement. Donc la comparaison comme réponse proposée, la comparaison du muscle 1 et 2, les deux muscles ont une même durée de contraction que vous voyez ici. Une même quantité d'ATP après la concentration, la même chose, elle est stable. Après la concentration, c'est 2 dans les deux cas. Une diminution de la quantité de phosphocréatine dans le muscle 2, vous voyez 6 à 4 par rapport à 1,5. La comparaison du muscle 1 et 3, vous voyez que au début, j'ai dit que la contraction elle est faible dans le muscle 3. La concentration d'ATP, elle est nulle dans le muscle 3. Le dosage de la phosphocréatine, elle reste stable, donc la phosphocréatine n'est pas utilisée. Donc, le muscle 3, on a une faible durée de contraction et un épuisement total d'ATP, qu'on voit ici, 0. Mais la quantité de la phosphocréatine, elle reste la même que le muscle 1. L'explication pour le muscle 2, après l'inhibition, que j'ai déjà dit, de la glycolyse, il utilise la voie de phosphocréatine pour régénérer son ATP. Par contre, pour le muscle 3, il y a un épuisement total. Pourquoi? Parce qu'on a essayé d'inhiber toutes les voies responsables. Donc, l'inhibition de la glycolyse, c'est l'inhibition de la respiration cellulaire, la voie régénératrice d'ATP qui produit plus d'ATP, et aussi la fermentation lactique, qui est une autre voie de production d'ATP. Donc, le muscle 3, on a bloqué toutes les voies de régénération, la glycolyse et la voie de phosphorylation, donc l'impossibilité de régénération d'ATP. Donc, les réactions de régénération d'ATP à partir du glycose, fermentation lactique ou respiration cellulaire, c'est ce qu'on a bloqué dans le muscle 2. Et puis, le muscle 3, on a bloqué les 3, la fermentation lactique et la respiration cellulaire, et aussi la voie de la phosphocréatine. Un autre exercice, on doit toujours lire les énoncés, les conditions des expériences, le but de l'étude, et aussi extraire des informations importantes pendant l'exploitation des documents. Donc, les personnes atteintes d'une maladie pulmonaire appelée la
BPCO, c'est-à-dire bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, ces patients souffrent d'un dysfonctionnement grave de certaines fonctions physiologiques du corps. La détérioration de la fonction musculaire, c'est-à-dire le muscle ne fonctionne pas bien, est considéré l'un des symptômes courants de cette maladie. Pour connaître, vous voyez ici l'objectif de l'étude, pour connaître quoi? Les manifestations et les causes de la détérioration comme symptôme de la fonction du muscle squelettique strié chez les patients BPCO. On présente les données suivantes. Document 1 présente une observation microscopique, donc ça, des myofibrilles du quadriceps au niveau de la cuisse d'une personne atteinte de BPCO, la figure A, et une personne saine, c'est la figure B ici. Et aussi, vous avez les résultats de mesure de certaines caractéristiques musculaires chez les personnes atteintes de BPCO et les personnes saines. C'est la figure C que vous voyez devant vous. Donc ici, on a la figure A, B et C. On vous demande, en vous basant sur le document A, c'est-à-dire les trois figures, relever les manifestations de la détérioration observées au niveau du muscle squelettique et les caractéristiques qui caractérisent plutôt les personnes atteintes de BPCO. Donc, si je compare la forme, l'observation microscopique au niveau des sarcomères, des myofibrilles, donc vous voyez qu'il y a une lésion, une blessure au niveau des sarcomères, parce que le sarcomère est limité par 2 stries Z. Par contre, chez la personne saine, vous voyez que les sarcomères ne sont pas atteints, ils sont intacts. La figure C, on va essayer de faire une comparaison d'autres caractéristiques. La tension de la secousse musculaire en newton, c'est-à-dire la force. Pour les personnes atteintes, on a 60 newtons. Par contre, pour les personnes saines, 143. Donc ici, la tension elle est très faible chez les malades. La moyenne de la surface de section des muscles de la cuisse, vous voyez ici 80 par rapport à 110. Donc il y a la surface, elle est très grande chez les personnes saines. Donc, en vous basant sur le document 1, relever les manifestations. Donc, les manifestations qu'on a. On a d'abord des lésions chez le malade de la BPCO. Et aussi, il y a une diminution de la tension de la secousse musculaire et de la surface des sections des muscles chez les personnes qui sont atteintes de cette maladie par rapport aux personnes, aux sujets qui sont sains. Donc, les réponses qu'on peut proposer dans ce cas, vous avez la manifestation détérioration au niveau des muscles chez les malades de la BPCO 100, blessure au niveau des sarcomères, secousse musculaire qui est faible, vous voyez ici, et aussi il y a la surface de section transversale qui est faible par rapport aux personnes qui sont saines. La suite de l'exercice, afin de déterminer la cause, donc ici vous voyez l'objectif, la cause de la faible activité musculaire chez les patients, c'est-à-dire aussi ces patients atteints de cette maladie BPCO, ils ont une faible activité musculaire. Donc on doit l'expliquer, la cause de cette faible activité. On propose le document 2 qui présente les résultats d'une étude de la distribution des types de fibres musculaires chez une personne atteinte de BPCO et chez une personne saine, figure A, donc c'est ici, et certaines propriétés de fibres musculaires, la figure B. Ça, c'est le document 2. Donc, en exploitant le document 2, c'est-à-dire les deux figures, comparez la distribution du type de fibres musculaires entre personne atteinte de BPCO et la personne saine et déduisons en justifiant votre réponse la voie métabolique dominante adoptée pour la production de l'énergie au niveau des muscles de la personne de BPCO. Donc, on commence par la figure A qui montre le pourcentage des fibres chez les deux personnes, la personne saine en blanc et puis la personne atteinte ici. Donc, pour les fibres de type 2, regardez que le pourcentage des fibres de type 2, il est très grand chez les malades.
Par contre, de type 1, il y a un grand pourcentage chez les personnes qui sont saines. Donc la première remarque, les deux personnes atteintes, c'est-à-dire la personne atteinte et aussi la personne saine, ont les deux types de fibres musculaires 1 et 2 dans leurs muscles. La deuxième observation, c'est que chez la personne atteinte, on a un grand pourcentage des fibres de type 2. Par contre, chez la personne saine, on a un grand pourcentage des fibres de type 1. Ça, c'est pour la figure A. Pour la figure B, on va essayer de faire la comparaison des caractéristiques, de plusieurs caractéristiques, entre fibre 2 et la fibre 2 et la fibre 1. La taille, par exemple ici, petite croc, la résistance à la fatigue, les fibres 1 sont plus résistantes. Le nombre de mitochondries, on trouve plus de mitochondries au niveau de la fibre 1. L'activité des enzymes oxydatives, elle est très grande chez la fibre 1. L'activité des enzymes glycolytiques, ici, c'est le contraire, elle est très grande chez la fibre 2. L'activité de l'enzyme LDH, elle est très grande, sachant que l'enzyme LDH, elle est là. C'est une enzyme qui est très importante, qui catalyse les réactions de production de l'acide lactique. Donc, en exploitant le document 2, comparer les distributions des types de, on a déjà dit, entre les personnes. Et j'ai déjà parlé de la comparaison. Et on peut déduire, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, pour les caractéristiques, vous voyez que la fibre 1, il a une grande résistance à la fatigue, un grand nombre de mitochondries, une grande activité enzymatique des enzymes oxydatives, mais une faible activité des enzymes glycolytiques et de LDH. Et déduisez, justifiez votre réponse, la voie métabolique dominante pour la production d'énergie. Donc, chez la personne atteinte, donc pour la personne atteinte, on a déjà dit qu'il y a une dominance des fibres, un grand pourcentage de fibres 2. Donc ici, il y a une grande augmentation de l'activité des enzymes glycolytiques et l'activité de la production de l'acide lactique. Une faible activité des enzymes oxydatives. Donc, chez cette personne, il y a la dominance de la voie de l'acide lactique, c'est-à-dire la régénération de l'ATP en utilisant l'acide lactique. C'est pour ça qu'il y a la fatigue, parce que pendant il utilise chez cette personne, on a uniquement l'utilisation de la voie de régénération par l'acide lactique, alors que la voie qui est la plus productrice d'ATP, c'est la voie de la respiration cellulaire. Vous voyez que le nombre de mitochondries est faible, donc on n'utilise pas ici la voie de la respiration cellulaire, et aussi les enzymes oxydatives ne sont pas utilisées chez cette personne malade. En vous basant sur ce qui précède et vos connaissances, expliquez la faible activité musculaire. Donc c'est logique. C'est-à-dire que chez les malades de cette maladie, la BPCO, ils ont un faible nombre de mitochondries et ils ont une activité des enzymes oxydatives faible. Donc, les voies régénératrices d'ATP chez le malade, il doit utiliser uniquement la voie de l'acide lactique. On sait que cette voie, il produit moins d'énergie. Donc, d'où la fatigue musculaire chez ces malades de la BPCO. Les réponses, donc on commence par la comparaison. Trouve les deux types de fibres 1 et 2 dans le muscle sain et aussi dans les muscles des patients qui sont atteints de la BPCO, c'est-à-dire chez les deux muscles, on trouve les deux types de fibres, mais avec des pourcentages qui sont différents. L'abondance du type 2 chez les malades et l'abondance du type 1 chez les personnes qui sont saines. Le pourcentage de fibres 2 est très élevé chez la personne atteinte par rapport à la personne saine. Le pourcentage de fibres 1 est très faible chez la personne atteinte par rapport à la personne saine. Donc ici, on a fait la comparaison de la figure A. Pour la figure B, donc la déduction, la voie métabolique dominante chez la personne atteinte de la B, c'est la fermentation lactique. Pourquoi? Parce qu'il y a ici l'abondance de l'activité de l'enzyme glycolytique, aussi l'activité
de l'enzyme responsable de la production de l'acide lactique. Donc, il s'agit de la fermentation lactique. La justification, les muscles chez ces personnes atteintes atteintes de cette maladie, ils contiennent plus de fibre 2, sachant que les fibres 2, ils sont responsables d'utiliser plus la voie de régénération par la voie anaérobie lactique, c'est-à-dire en absence de dioxygène. Donc ici, la justification, les muscles chez les patients, c'est les personnes qui sont atteintes de cette maladie, contiennent plus de fibres 2 qui ont un faible nombre de mitochondries, une faible activité des enzymes oxydatives. Donc ici, pour l'aspiration cellulaire, n'est pas utilisée. Donc il y a une abondance, plutôt une dominance de la voie de fermentation lactique. Une forte activité des enzymes glycolytiques, c'est-à-dire responsable de la transformation de glycogène en glucose pour qu'il y ait le début de l'utilisation du glucose par la glycolyse, comme la première étape de la fermentation, et aussi des enzymes, l'enzyme LDH, productrice de l'acide lactique. La LDH, la créatine kinase et la citrate synthase sont des enzymes qui jouent un rôle clé dans la production de l'énergie au niveau des muscles. Vous voyez ici, on parle de 3 enzymes, la LDH, créatine kinase, citrate synthase. Ils sont des enzymes responsables de la production au niveau des muscles. Document 3 présente les résultats de mesure de la concentration de ces enzymes, des 3 enzymes, chez les personnes saines et aussi les personnes atteintes de la BPCO, ainsi que le rôle de la créatine kinase et la citrate synthase dans la production d'ATP. Donc ici, la figure 1, il montre la concentration de la citrate synthase. C'est une enzyme que vous voyez ici, la CS, qui intervient dans le cycle de Krebs. La concentration de la créatine kinase, c'est une enzyme qui est responsable de la transformation de la phosphocréatine en créatine par la régénération de l'ATP. La concentration de LDH, c'est une enzyme qui est responsable de la production de l'acide lactique. Donc, si je fais la comparaison, je trouve que les 2 premières enzymes, c'est-à-dire la CS et la CK, ils sont très faibles chez la personne atteinte de la maladie. Par contre, ils sont très abondants chez la personne très active, chez la personne saine. Contrairement à la LDH, vous voyez ici que chez la personne atteinte, il y a une grande activité de la production de l'acide lactique. En exploitant le document 3, expliquez la dominance de la voie métabolique, détermine dans votre réponse chez les personnes atteintes. Donc, puisqu'il y a une grande activité de la concentration de LDH, donc il y a l'utilisation de la voie de la fermentation lactique. Aussi, puisqu'il y a une diminution de l'activité de la concentration des citrates synthase, c'est-à-dire une faible utilisation du cycle de Krebs, et aussi une faible utilisation de la voie de la phosphocréatine. Donc, la voie utilisée, c'est seule d'une façon abondante, plutôt, parce qu'on utilise aussi les autres voies, mais d'une façon faible. Mais la voie abondante responsable de la régénération de l'ATP, c'est la voie de la fermentation lactique. Les réponses proposées, explication de la dominance de la voie de fermentation lactique chez les personnes atteintes de la BPCO. Dans les muscles de ces personnes, on trouve une faible concentration de l'enzyme CS. C'est la concentration de citrate synthase, c'est une enzyme utilisée au niveau du cycle de Krebs. Une faible concentration, j'ai dit, de l'enzyme CS intervenant dans le cycle de Krebs. Donc une faible régénération par la voie de la respiration cellulaire. Sachant que la citrate synthase, elle est utilisée dans le cycle de Krebs. Et le cycle de Krebs, vous savez qu'il y a la production d'une quantité d'ATP, aussi la production des transporteurs d'hydrogène qui vont être transformés en énergie pendant la phosphorylation oxydative. Une faible concentration de la créatine kinase aussi, sachant que la créatine kinase est une enzyme responsable de la phosphorylation de l'ADP en ATP en utilisant la phosphocréatine. Et puis l'importance concentration de HDL, LDH plutôt. LDH laisse la voie anaérobie lactique comme voie principale de régénération d'ATP.
d'où une faible production d'ATP responsable de la fatigue musculaire chez les malades. Donc, puisque chez ces malades, il y a uniquement une seule voie qui est très abondante, sachant que cette voie, déjà, c'est une voie qui produit moins d'énergie, alors la fatigue est bien expliquée par le manque d'ATP, sachant que chez les BPCO, il y a une seule voie régénératrice. Par contre, les deux autres voies qui produisent plus d'énergie, ils sont moins actifs. Pour améliorer la fonction des muscles squelettiques striés, les personnes atteintes, donc ici, on va faire des entraînements pour ces malades. Ils subissent des entraînements spéciaux. Document 4, il montre la mesure de certains caractères de muscles quadriceps chez les patients atteints de la BPCO avant et après un entraînement durant 4 semaines. Donc, après l'entraînement, avant l'entraînement déjà, après l'entraînement, on va essayer de faire une comparaison. Exploitant le document 4 qui précède montrer la relation entre la pratique d'entraînement et l'amélioration du fonctionnement de la fonction du muscle squelettique chez les patients BPCO. Donc, on va essayer d'exploiter ce document. Une comparaison avant les entraînements, vous voyez la tension, elle est améliorée après l'entraînement, 67 contre 60. L'activité de la créatine kinase, elle est améliorée, sachant que cette créatine est utilisée dans le cycle de Krebs, plutôt dans la phosphorylation, dans la phosphocréatine, la production. L'activité des citrates synthase aussi elle est améliorée, donc les deux enzymes qui sont déjà qui sont inactifs, pas inactifs, qui ne fonctionnent pas bien chez les malades BPCO. Et si après l'entraînement, vous voyez qu'il y a l'amélioration de l'activité de ces deux enzymes qui sont responsables de la respiration cellulaire pour l'activité de citrate synthase et aussi pour la voie de la phosphocréatine pour la CK, la créatine kinase. Et puis pour la production de l'acide lactique, vous voyez qu'il y a une diminution, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de production d'acide lactique avec une grande quantité. La consommation d'oxygène, vous voyez qu'elle est importante. Pourquoi? Parce que ici, on a amélioré l'activité de la citrate synthase. Donc, on a activé la voie de la respiration cellulaire. Donc, puisqu'on a activé les deux voies par les entraînements, il y aura donc plus de production d'énergie par les deux voies, la respiration cellulaire et aussi la voie de la phosphocréatine. Donc les réponses ici, les entraînements spéciaux provoquent quoi? Une augmentation de la tension que vous voyez ici, de la secousse musculaire avec une amélioration de la performance musculaire. Lorsqu'on augmente la tension, donc il y a amélioration de performance musculaire. Une augmentation de l'activité des enzymes CS, c'est-à-dire citrate synthase, donc il y a une régénération d'ATP par la voie cellulaire, et une diminution de la production d'acide lactique. Donc il y a une diminution de la régénération par la voie qu'on voyait ici, par la voie de l'acide lactique, la fermentation lactique. Donc ici, il y a les entraînements, ils favorisent les voies les plus productrices d'ATP, comme j'ai déjà dit, la respiration et la voie de la phosphocréatine, ce qui améliore la performance du muscle chez les BPCO par les entraînements. Donc, je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.